Bonjour, votre temps d'attente est estimé à 3 heures. L'un de nos collaborateurs va prendre votre appel. Nous vous rappelons que nos services sont ouverts au public le jeudi de 15h15 à 15h30, une semaine sur deux, mais on vous dira pas laquelle. Bonjour, votre temps d'attente est estimé... Oui. Bonjour madame, s'appelle pour un renseignement. C'est pas ici les renseignements, monsieur. Ah d'accord, Faut se renseigner un peu, monsieur, hein. Yo, d'accord, mais Bon... En quoi puis-je vous aider? Eh ben en fait, il y a pas longtemps, j'ai reçu un email que ça me disait que mes données, elles ont été volées sur l'internet sombre, et puis C'est pas ici qu'il faut appeler, monsieur. Ah pardon, mais alors où est-ce que Bonjour, votre temps d'attente est estimé à 3 heures. L'un de nos collaborateurs va prendre... Oui, quoi? Yo, c'est encore Apple, c'est à cause que la fuite de données sur l'internet sombre. Je vous ai dit que c'est pas ici qu'il faut appeler, monsieur. Faut écouter quand on vous explique quelque chose, hein. Oui, mais en fait, je voulais juste vous demander à où est-ce qu'il faut que j'appelle. Veuillez patienter, je transfère votre appel. D'accord, merci. Oui, alors comme je te le disais, Gisèle est rentrée chez elle et elle a surpris son mari avec ses barésies. Et Elle madame m'a fait promettre de pas en parler, alors surtout tu le répètes pas, hein. Madame Attends. Oui, allô? Et madame, je crois que t'as pas bien raccroché le téléphone quand t'as fait le transfert, on te l'appelle. Monsieur, faut vraiment que vous arrêtiez de me harceler comme ça, hein, sinon je vais faire un rapport, hein. Ah, mais je m'excuse, quelle offre. Bonjour, votre temps d'attente est estimé à 3 heures. L'un de nos collaborateurs... Oui, allô? Dites-moi, monsieur, je vous appelle à cause que j'ai reçu un email qui m'a dit que mes informations personnelles, elles ont été piratées dans l'internet sombre. Alors C'est pas ici, monsieur. Ah yo, mais moi je sais pas, hein, c'est une madame fort sympathique qui a fait le transfèrement de mon appel jusque c'est vous, alors... Oui, monsieur, faut se renseigner avant d'appeler n'importe qui, hein. Mais c'est pas moi que je... Bonjour, votre temps d'attente est estimé à 3 heures. L'un de nos collaborateurs... Oui, quoi encore? Bonjour madame, ich bin der Seppele. Vous voulez quoi? Et puis, Chez vous, hein, j'ai pas que ça à faire de la journée. Et puis, j'ai reçu un email que ça dit que mes informations personnelles, elles ont été piratées dans l'internet sombre. Et Allez, encore un. Et je suis censé faire quoi, moi? Ah, ben moi, je sais pas, hein, c'est l'email qui m'a dit que je te fais voir avec vous, et puis Écoutez, que... monsieur, on a d'autres chats à fouetter, hein. Que vos données aient fuité sur Internet, c'est votre problème. Yes, or, Mr. Holty X. C'est à cause que vous que mes informations personnelles que normalement vous devez garder bien cachées, elles sont faites un pirate de l'internet sombre, parce que vous êtes trop occupé à compter les filtres de la machine à café plutôt que de faire du sécurisement de serveur. Oh, c'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Oh, Carnix, c'était en train de faire supprimer mes données personnelles de services en ligne pour éviter que ça fuite sur l'internet sombre. Mais c'est comment que Incognité, c'est, hein? Ces horse-poussers, ils te font bien comprendre qu'ils veulent pas que tu les appelles, qu'ils veulent rien faire pour toi, et que c'est plus intéressant de jouer à Candy Crush toute la journée plutôt que de travailler. Et t'as appelé qui? Un courtier en données? Néné, les impôts. Pour ça, c'est pas là, je suis pas sûr que ça marche. Nous sommes à Téhéran, capitale de l'Iran, le 19 septembre 1976, peu avant minuit. Le général Yousefi, en charge de l'aéroport de Mehrabad, reçoit de plus en plus d'appels. Les Téhéranais observent un objet dans le ciel et en font le signalement aux autorités. Mais les écrans radars ne montrent aucun écho. Yousefi sort de son bureau et constate par lui-même la présence de l'objet dans le ciel. Il téléphone alors à la base militaire de Cherokee à Hamadan, à 275 km à l'ouest. Mais le radar de la base ne voit rien non plus. Il demande donc l'envoi d'un chasseur en reconnaissance. Il est alors 1h du matin,
le lieutenant Yadi Nazeri fait décoller son McDonnell Douglas F-4 Phantom, accompagné d'un officier d'armes en place arrière, puis met le cap sur Téhéran. Mais, arrivé sur place et alors qu'il se dirige vers l'objet, le F-4 subit un brouillage. Nazeri se retrouve dans le noir. Radar, avionique, radio, tous les systèmes électriques de l'appareil s'éteignent en même temps. Incapable de poursuivre sa mission, le pilote fait demi-tour. Et à peine son attitude se montre moins agressive vis-à-vis de l'objet, que tous ses instruments se rallument. À 1h40, un deuxième F-4 décolle, piloté par le lieutenant Parviz Jafari. Quand lui aussi arrive près de Téhéran, il tente une accroche radar sur l'objet et le verrouille. L'instrument indique une distance de 27 nautiques, soit environ 50 km, et la signature d'un KC-135, les appareils de ravitaillement américains. Sauf qu'un KC-135 ne s'illumine pas comme un sapin de Noël. En effet, Jafari indique dans son rapport de mission que l'objet émettait des lumières stroboscopiques bleues, vertes, rouges et oranges, si vite qu'elles semblaient toutes clignoter en même temps. Le F-4 prend alors l'objet en chasse, quand soudain, Jafari voit une lumière filer dans le ciel. Vers lui. Un missile. Il entame alors en urgence une manœuvre d'évitement et décide de répliquer avec un missile Sidewinder à guidage infrarouge. Mais alors qu'il active son armement, lui aussi subit un brouillage d'origine inconnue et se retrouve dans le noir. Et pendant qu'il fuit la zone, il peut voir au loin l'objet qui le poursuivait retourner au vaisseau mère. Quelques instants plus tard, un autre objet en est sorti et s'est dirigé à toute vitesse vers le sol, émettant une lumière suffisamment intense pour éclairer les environs sur plusieurs kilomètres. Jafari, avec son avion en panne, décide de se poser à Téhéran, tout proche, plutôt que de retourner à Hamadan, à presque 300 km de là. Et alors qu'il retourne vers l'aéroport, ses instruments refonctionnent. Le lendemain, le lieutenant Jafari et son officier d'armes rejoignent en hélicoptère la zone où ils pensent avoir vu l'objet se poser, mais... rien. Rien à part le signal du transpondeur d'un avion de transport américain et le témoignage d'habitants à proximité de la zone indiquant avoir entendu un bruit fort et un éclair lumineux dans la nuit. Ceci est ce que l'on appelle communément l'incident de Téhéran, l'un des cas majeurs de rencontres d'OVNI, pris d'autant plus au sérieux qu'il a été vécu par du personnel militaire entraîné et étayé par des documents classifiés qui ont été révélés suite à une requête grâce au Freedom of Information Act. Cependant, on est sur AstronoGeek, la chaîne qui vous explique depuis des années qu'une ambiance mystérieuse et une musique angoissante ne sont pas des arguments. Et de la même manière, ce que vous avez entendu là, comme dirait mon ami Sam, c'était la version convaincante. Le problème d'une histoire, quand elle est relayée par des gens qui veulent y voir un phénomène extraordinaire, c'est qu'elle va appuyer sur les éléments qui semblent étranges, pour essayer de convaincre ceux qui l'écoutent qu'elle l'est effectivement. Mais... et si on jetait un œil aux éléments qui sont trop souvent tus lorsque cette histoire est racontée? Déjà, un truc qui pourrait vous paraître un peu étrange. Que foutent les Iraniens avec des avions de chasse américains? Et comment peut-on avoir autant de détails sur cette histoire? Pourquoi la trouve-t-on dans des documents déclassifiés grâce à une loi américaine, alors qu'il s'agit d'une histoire qui concerne l'armée de l'air iranienne? Eh bien, parce que nous sommes en 1976. Aujourd'hui, la République islamique iranienne est l'ennemi juré des États-Unis. Mais, en 1976, nous sommes 3 ans avant la révolution islamique, et le pays s'appelle encore l'Empire d'Iran. À cette époque, le Shah, oui, c'est comme ça qu'on appelle l'empereur d'Iran, est un allié des États-Unis, qui l'ont aidé à obtenir le pouvoir pour tenir tête aux soviétiques et aux islamistes. La corruption du régime et les excès de son service de sécurité intérieure vont créer une opposition grandissante, jusqu'à des manifestations, puis des émeutes. Le Shah refuse une réponse violente qui risque de dégénérer, mais comme la police ne dispose pas d'armes non létales comme des gaz lacrymogènes ou des lances à eau, les débordements débordent et finissent par être réprimés dans le sang. C'est le vendredi noir. Le tout
dégénère en une déstabilisation profonde du pays. Le Shah part se mettre en sécurité en Égypte, mais ce départ sera finalement un exil. L'ayatollah Khomeini prend le pouvoir, instaure la République islamique, et on passe de ça à ça. Le régime républicain ressemble un peu à celui du Groenland. Vous savez, où tout le monde peut voter, mais où seul le président peut se présenter. En Iran, l'ayatollah devient guide suprême. Bon, déjà, avec un nom pareil, tu la sens, la grosse démocratie. Il a le contrôle de l'armée et des services de sécurité. Un président est élu pour 4 ans, mais le guide suprême a un droit de veto sur les candidats. Dans la même période, le Shah tombe malade d'un cancer. Il est accueilli aux États-Unis pour être soigné. Le régime islamique, qui veut exécuter le Shah, fait traquer sa famille et déclare les États-Unis le grand Satan et les ennemis de la révolution. Et Israël aussi, parce qu'ils sont juifs. L'ambassade américaine est prise d'assaut et ses occupants faits otages. Le régime se saisit des documents qui s'y trouvent et met à sac le bâtiment. Bon, après, ça fait que se dégrader, Les ricains tentent de se faire épauler par Saddam Hussein pour mettre en place un coup d'État pour destituer l'ayatollah. Ça foire, c'est le bordel. Tout ça pour dire 3 choses. D'abord, avant 1979 et la Révolution, les États-Unis sont alliés, fournissent du matériel à l'Iran et sont présents dans le pays. C'est notamment pratique pour la CIA, qui se trouve alors aux portes de l'URSS. Ensuite, les documents américains de l'ambassade ayant été saisis par le régime islamique, et notamment les comptes rendus de la CIA, plusieurs documents concernant l'incident de 1976 qui nous intéresse aujourd'hui ont été perdus. Et pour finir, méfiez-vous des révolutionnaires. Quand un pays est déstabilisé, en général, ce sont ceux qui ont les dents les plus longues qui prennent le pouvoir ensuite. Et c'est rarement pour le partager. Bon, mais je m'égare. On dispose donc de quelques documents déclassifiés. Et en général, quand un document est classifié, c'est qu'il contient des trucs croustillants. En 1976, l'Iran dispose de 225 McDonnell Douglas F4 Phantom vendus par les États-Unis et est en relation étroite avec son armée. À la suite de cet incident, l'armée iranienne invite un responsable de l'US Air Force pour débriefer. C'est le lieutenant-colonel Olin Moy. Les notes prises par Moy n'ont pas été jugées suffisamment sensibles pour être classifiées et ont été publiées peu après dans un journal ufologiste américain. Mais en parallèle de ces notes, le lieutenant-colonel rédige un article dans le bulletin trimestriel de service de sécurité de l'US Air Force. Or, ce service demande des habilitations de sécurité. Donc le bulletin est classifié par défaut. Je veux dire, qu'il y ait des infos sensibles dedans ou pas, pour ne pas se poser la question, le bulletin est classifié par défaut. Et donc, quand la déclassification de ce dernier a été demandée en 1981, tout ce qu'il contenait, c'était la même chose que les notes publiques déjà publiées, mais rédigées proprement pour en faire l'édito du bulletin sur le sujet du brouillage et des interférences. Voilà. On nous vend quand même souvent le phénomène OVNI sur le fait que l'armée cacherait des trucs ultra sensibles. Mais vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on met la main dessus, au final, y a rien. Bon, mais au-delà du fait que dans cette histoire, il n'y ait aucun document secret pour nous apprendre des choses croustillantes, il reste toujours le récit des faits, qui est quand même plutôt singulier. Ou pas. Oui, désolé, mais ça, c'était la version romancée telle qu'elle a été popularisée en 1994 par une émission télé sensationnaliste sur les ovnis. Maintenant, on va s'en tenir un peu plus aux faits effectivement rapportés. Mais avant de commencer, si vous êtes toujours là, puis-je vous faire une suggestion ? Vous abonner. Parce qu'à ce stade-là, si vous êtes encore en train de regarder ma vidéo, c'est sûrement qu'elle vous plaît, et j'en ai un paquet d'autres en réserve. Alors, pour pas les rater, lâchez un petit abonnement. Reprenons donc, mais en nous en tenant aux faits tels que décrits dans le rapport. Notre histoire commence effectivement peu avant minuit, le 19 septembre 1976.
Le général Youssefi ne reçoit pas une avalanche d'appels téléphoniques. Il en reçoit 4. Les habitants de Téhéran qui téléphonent ne voient pas un vaisseau ou un objet dans le ciel. Youssefi et les Téhéranais qui ont appelé ont tous décrit l'objet de la même manière. Un point immobile dans le ciel semblable à une étoile, mais beaucoup plus brillant. Or, si on regarde un éphéméride à cette date, on se rend immédiatement compte de la présence ce soir-là dans le ciel de Jupiter. Cette explication, sûrement trop simpliste aux yeux des ufologues voulant croire à la présence d'un engin d'outre-espace, a été réfutée au prétexte que Jupiter ne se trouvait pas au bon endroit dans le ciel. En effet, Jupiter se trouvait au sud et les appareils ont décollé vers l'est. Oui. Pour rejoindre Téhéran, 275 km à l'est, où on s'attendait à trouver l'objet. Mais les observations à Téhéran étaient bel et bien faites au sud. Putain, quelle gymnastique intellectuelle on est prêt à faire pour refuser un fait, c'est ouf. Ensuite, je peux pas m'empêcher de constater que la description faite par le pilote du second F4, à savoir un objet clignotant de toutes les couleurs en même temps, ça ressemble beaucoup à ça. Ça, c'est l'étoile Sirius, avec un zoom beaucoup trop fort et complètement défocalisé, qui scintille à cause de la convection atmosphérique. Une fois hors focus, on voit bien qu'on a droit à peu près toutes les couleurs. Alors, certes, si vous connaissez un petit peu ma chaîne et l'astronomie, vous allez me dire que les planètes ne scintillent pas. Certes. Mais dans le ciel, à proximité de Jupiter, ce soir-là, on trouve Capella, Aldébaran ou encore Bételgeuse. 3 étoiles certes moins lumineuses, mais scintillantes, et que le pilote, avec le stress, aurait pu observer à la place de Jupiter. Vous trouvez que sur ce coup-là, c'est moi qui fais de la gymnastique pour nier l'évidence ? Attendez la suite. Parce que la suite du récit, c'est que le F4 se fait brouiller quand il approche et que tout s'éteint à bord. Je vous ai dit que les États-Unis étaient très présents en Iran à cette époque. Il se trouve que des techniciens et ingénieurs de Westinghouse et McDonnell Douglas y étaient aussi. Lors du débriefing officiel, le pilote du premier F4, Nazeri, était absent. Et il n'y a eu aucun rapport non plus indiquant une panne de ce premier appareil. Les ingénieurs de McDonnell Douglas ont indiqué n'avoir reçu un signalement de panne que sur le deuxième F4. Pas le premier. Donc, une histoire où tous les avions qui s'approchent sont neutralisés, c'est séduisant. Mais une histoire où le premier pilote fait sa reconnaissance, ne voit rien, rentre, et où le deuxième seulement se fait brouiller, ça marche déjà moins bien. D'autant que le deuxième avion décolle 10 minutes après le premier. Donc, c'est pas un F4 qui fait 600 bornes aller-retour pour se faire remplacer par un autre parce qu'il est en panne. C'est 2 appareils qui décollent presque en même temps. Vous noterez aussi que depuis tout à l'heure, je parle de brouillage, mais il n'est pas question de brouillage dans les différents documents disponibles. Le terme brouillage a été introduit par l'émission sensationnaliste de 94. Pourquoi ? Parce que qui dit brouillage dit action volontaire de la part de quelqu'un. Et un brouillage, en plus, c'est pas ça. Là, on parle quand même d'éteindre tous les instruments électriques d'un appareil. À distance. C'est pas rien. C'est même totalement hors de portée technologiquement en 76, et donc, ça sous-entend que c'est le fait d'une technologie inconnue. Sauf que les techniciens de McDonnell Douglas sont formels. Le deuxième F4 envoyé était connu pour ses problèmes de panne électrique intempestive. Et le personnel de la base était lui aussi notoirement connu pour son incapacité à régler le problème. Parce qu'ils ont fait appel aux ingénieurs de McDonnell Douglas pour le faire à leur place. Et c'est pas la seule chose qu'ils leur ont demandé d'arranger. Rappelez-vous, à ce moment de l'histoire, le premier F4 n'a en fait rien, et le deuxième, avant sa panne généralisée, accroche un objet au radar. Un radar qui lui indique un écho à 27 nautiques avec la signature d'un KC-135. Sauf que non. Là aussi, c'est une invention de l'émission télé. Le radar du F4, qui est un radar primaire, donc qui renvoie juste un écho, ne peut pas dire ce qu'il a en face de lui. Il capte uniquement un écho avec une certaine intensité. Et il a rien verrouillé du tout. Mais genre jamais.
Le machin était lui aussi complètement aux fraises, ne marchait juste pas, y compris lors d'autres vols avant l'incident, et a dû faire l'objet d'une intervention des ingés de McDonnell Douglas. Autre élément qui n'est pas anodin, les pilotes et officiers d'armes envoyés le soir-là n'avaient jamais volé de nuit. Ce vol d'interception d'OVNI est le seul vol de nuit qu'ils ont fait en étant en poste à la base de Cherokee. D'ailleurs, dans son rapport, l'officier de l'US Air Force indique que les pilotes ont eu du mal à se poser parce qu'ils n'arrivaient pas à régler leurs lunettes de vision nocturne. Et parce qu'ils n'avaient jamais volé de nuit, ça nous donne un indice intéressant sur ce qui s'est passé ensuite, à savoir le tir de missile de la part de l'OVNI. En effet, le soir-là, on était aussi au maximum de l'essaim d'épicides et à la fin des draconides. Des essaims d'étoiles filantes, qui sont réputées pour ne pas être très nombreuses, mais qui peuvent être très lumineuses. Ça, c'est une draconide. Maintenant, imaginez que vous êtes à bord de votre F4 tout moisi pendant votre premier vol de nuit qui est censé être une interception d'un appareil non identifié, et vous voyez passer ça. Alors, vous allez peut-être me dire qu'il a peut-être vu passer un bolide dans le ciel, ou peut-être pas. Sauf que, il n'était pas le seul. La nuit-là, un bolide a illuminé le ciel et a été rapporté un peu partout dans les pays méditerranéens ainsi qu'en Iran. Les bolides sont notoirement connus pour donner lieu à des témoignages complètement erronés concernant leur distance réelle. Les témoins décrivent toujours la lueur comme atterrissant tout près, derrière la montagne, derrière la colline, etc. Certains font même le déplacement en espérant ramasser une jolie météorite, alors que le météore brûle à des centaines de kilomètres de là. Mais comme il se déplace souvent à 10 ou 20 km par seconde, il donne l'impression, par sa vitesse, d'être tout près. En fait, c'est assez drôle parce qu'il existe pas mal de rapports où des pilotes expérimentés, lors de vols de nuit, ont déclenché des manœuvres d'évitement soudaines en voyant apparaître une lumière semblant filer dans leur direction, en les prenant pour des missiles ou simplement des avions, alors qu'en fait, il s'agissait d'étoiles filantes. Et donc, quand le lendemain, les pilotes ont fait une reconnaissance en hélicoptère, le fait qu'ils n'aient rien trouvé à part des témoins disant avoir vu eux aussi une lueur dans le ciel et entendu du bruit, dans une zone où des avions de chasse sont passés à toute berzingue, et du coup, le fait d'avoir capté en parallèle le transpondeur d'un avion de transport est en fait, inintéressant. Je résume. Nous sommes à Téhéran, capitale de l'Iran. Le 19 septembre 1976, peu avant minuit. Le général Yousefi, en charge de l'aéroport de Mehrabad, reçoit 4 appels. Des Téhéranais voient une lueur fixe dans le ciel, là où se trouve Jupiter. Les écrans radars ne montrent aucun écho. Yousefi sort de son bureau et constate par lui-même la présence d'une étoile plus brillante que d'habitude. Il téléphone alors à la base militaire de Cherokee, à Hamadan, à 275 km à l'ouest. Mais le radar de la base ne voit rien non plus. Étonnant. Il demande donc l'envoi d'un chasseur en reconnaissance. Il est alors 1h30 du matin, le lieutenant Yadin Nazeri fait décoller son McDonnell Douglas F4 Phantom, accompagné d'un officier d'armes en place arrière. Puis, met le cap sur Téhéran. C'est leur premier vol de nuit. Mais arrivé sur place, Nazeri ne voit rien, et il ne se passe rien de particulier. 10 minutes plus tard, arrive le F4 du lieutenant Parviz Jafari et son officier d'armes dont c'est pour eux aussi le premier vol de nuit. Et le radar dont on sait déjà qu'il ne marche pas, verrouille un truc à 27 nautiques. Le F4 prend alors l'objet en chasse. Quand soudain, Jafari voit une lumière filer dans le ciel. Comme tout un tas d'autres témoins à des centaines de kilomètres à la ronde. Il entame alors en urgence une manœuvre d'évitement et décide de répliquer avec un missile Sidewinder à guidage infrarouge. Sauf que le système électrique de son avion, qui saute régulièrement, saute. Et pendant qu'il fuit la zone, il peut voir au loin le bolide lumineux tomber vers l'horizon. Jafari, avec son avion en panne, décide de se poser à Téhéran en galérant bien parce qu'il n'a jamais fait d'atterrissage de nuit. Le lendemain, lui et son officier d'armes rejoignent en hélicoptère la zone où ils pensent avoir vu l'objet se poser, mais y a rien à part des témoins qui ont vu la lueur et entendu le grondement des avions de chasse. Fin.
Et comme d'habitude, quand on creuse un peu, on se rend compte que les éléments les plus fantasques de l'histoire n'ont pas existé ou ont été tournés de manière à avoir l'air fantastique. Les études faites par le GEPAN sur les signalements qui lui sont faits révèlent que plus de la moitié des témoignages d'OVNI se révèlent être la Lune, Vénus ou Jupiter. Un commandant d'aéroport ne reçoit pas de formation à l'astronomie et un pilote de chasse n'ayant jamais volé de nuit n'est pas plus renseigné. Cette histoire ne contient aucun élément réellement extraordinaire. Tout juste une poignée de coïncidences et encore pas folichonne non plus. Et pourtant, l'incident de Téhéran est considéré aujourd'hui comme l'une des histoires ufologiques les plus importantes de par la quantité d'informations dont on dispose et du fait que des militaires aient été impliqués. En gros, la recette habituelle. S'il y a des militaires dans l'histoire, c'est que c'est vrai. S'il y a des documents classifiés, c'est que ça doit être important. Si des pilotes le disent, ils peuvent pas se tromper. Mais les militaires sont juste des gens du peuple qui se sont engagés. On classifie un peu tout et n'importe quoi. Et un pilote débutant qui a jamais fait de vol de nuit ou n'a aucune connaissance particulière en astronomie, et qui en plus est en situation de stress, n'identifiera pas plus Jupiter ou un bolide que Tata Huguette à sa fenêtre. Des visites de vaisseaux extraterrestres sur Terre, ça serait vachement bien, à cause des implications que ça pourrait avoir sur le voyage interstellaire. Mais si j'espère que ce soit vrai, je ne suis pas pour autant disposé à croire n'importe quoi qui irait en ce sens. Je dois donc trier les histoires d'OVNI pour écarter les méprises, et l'incident de Téhéran présente toutes les caractéristiques de la fausse piste. Il me paraît donc plus raisonnable de l'écarter. Alors, en attendant de meilleures histoires, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure.